J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait et que rien n'exauce et que tout châtie leur morne souhait. Parce qu'elles sont maudites chétives, noirs êtres rampants. Parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens. Parce qu'elles sont prises dans leur œuvre au sort fataleux. Parce que l'ortie est une couleur, l'araignée un gueux. Parce qu'elles ont l'ombre des abîmes, parce qu'on les fuit. Parce qu'elles sont toutes deux victimes de la sombre nuit. Passe en fait grâce à la plante obscure, au sombre animal. Plaignez la laideur, plaignez la piqûre, oh plaignez le mal. Il n'est rien qui naît, sa mélancolie, tout veut un baiser. Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie de les écraser. Pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, tout bas loin du jour. La vilaine bête et la mauvaise herbe murmurent l'amour. Murmure l'amour. Bienvenue au Victor Victus Cabaret Pop. Victor, c'est Hugo, bien sûr. Et Victus, c'est qui? Victor en latin, ça veut aussi dire vainqueur. Et Victus, ça veut dire vaincu. Alors, qui est vaincu dans l'histoire? Des vaincus, il y en a plein dans l'histoire. Avec toutes les guerres, toutes les misères, l'histoire regorge de vaincus. En général, on commémore plutôt les vainqueurs. Alors ce soir, ensemble, nous allons célébrer les vaincus. Par exemple, le 2 décembre 1851, qui est vaincu? À cette époque-là, la France est une république, avec un président de la République, une assemblée nationale, donc tout va bien. Sauf que l'histoire finit mal, comme souvent. Le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, veut conserver le pouvoir un peu plus longtemps. Il décide donc de faire un coup d'État. Il mobilise l'armée, il dissout l'Assemblée, il renvoie les députés chez eux. Or, à cette époque, Victor est député à l'Assemblée nationale et il est furieux contre cette confiscation du pouvoir. Donc lui et quelques autres parlementaires organisent des réunions secrètes. Ils incitent la population à se soulever. Il y a donc des manifestations un peu partout en France. Victor lui-même, pendant la nuit, fait le tour des barricades à Paris pour soutenir les manifestants, savoir comment ça se passe. Des manifestations au départ très pacifiques, mais ça tourne mal. Le gouvernement envoie l'armée, les soldats tirent dans la foule,
Le 4 décembre 1851, rien que dans la manifestation parisienne, il y a plusieurs centaines de morts, des hommes, des femmes et des enfants. Victor est personnellement témoin d'un de ces drames. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là, qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, pâle, s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis. On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans la haie? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeul regardait déshabiller l'enfant, disant « Comme il est blanc, approchez donc la lampe. Dieu, ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe. » Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre. On entendait les coups de fusil dans la rue, où l'on en tuait d'autres. Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres. Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire en noyer. L'aïeul, cependant, l'approchait du foyer, comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas, ce que la mort touche de ses mains froides ne se réchauffe plus au foyer d'ici-bas. Elle pencha la tête et lui tira ses bas, et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. Est-ce que ce n'est pas une chose qui navre? Cria-t-elle. Monsieur, il n'avait pas 8 ans. Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents. Monsieur, quand il fallait que je fisse une lettre, c'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre à tuer des enfants maintenant, ah mon Dieu? On est donc des brigands? Je vous demande un peu. Il jouait ce matin-là devant la fenêtre. Dire qu'ils m'ont tué, ce pauvre petit être. Ils passaient dans la rue, ils ont tiré dessus. Monsieur, il était bon et doux, comme un Jésus. Moi, je suis vieille, il est tout simple que je parte. Cela n'aurait rien fait à Monsieur Bonaparte de me tuer au lieu de tuer mon enfant. Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant. Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeul. Que vais-je devenir à présent toute seule?
Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui. Hélas, je n'avais plus de sa mère que lui. Pourquoi l'a-t-on tué? Je veux qu'on me l'explique. L'enfant n'a pas crié « Vive la République ». Nous nous taisions, debout et graves, chapeau bas, tremblants devant ce deuil qu'on ne console pas. Vous ne compreniez point, mère, la politique. Monsieur Napoléon, c'est son nom authentique, est pauvre bien que prince. Il aime les palais. Il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, de l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'église et la société. Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l'été où viendront l'admirer les préfets et les maires. C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, de leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, cousent dans le linceul des enfants de 7 ans. Ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fière maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules, ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne,
Ange dans un enfer, il travaille. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Et jamais on ne joue. Aux servitudes infâmes imposées à l'enfant, rachitisme, travail dont le souffle étouffant défait ce qu'a fait Dieu qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée, travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. L'innocent dans un bagne, ange dans un enfer, il travaille. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Et jamais on ne joue. Progrès dont on demande où va-t-il, que veut-il, qui brise la jeunesse en fleurs, qui donne en somme une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail aille des mers soit maudit, maudit comme le vice où l'on s'abâtardit au nom du vrai travail saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. En 1856, quand Victor a écrit ce poème intitulé Mélancolia, en France, le travail des enfants était autorisé, légal, normal, habituel même, dans de nombreuses familles pauvres où cet argent était un complément important, parfois même le seul revenu pour nourrir toute la famille. 10 ans plus tôt, en 1848, quand Victor était député, à l'Assemblée nationale, on débattait au sujet d'une loi sur le travail des enfants. Pas pour l'interdire, non, pour l'encadrer. Le travail des enfants doit-il être limité à 8 heures ou à 12 heures par jour? Doit-il se limiter à un travail modéré ou les enfants peuvent-ils accomplir des tâches pénibles? Aujourd'hui, en 2021, d'après le Bureau international du travail qui est basé à Genève, le travail des enfants n'est plus officiellement autorisé que dans un seul pays au monde, la Birmanie. Mais en réalité, tout le monde sait que le travail des enfants existe de manière illégale, clandestine, souterraine, dans une 50aine de pays au monde. Un bagne, ange dans un enfer, il travaille. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête
viens d'incendier la bibliothèque? Oui. J'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï. Crime commis par toi, contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Ce que ta rage impie et folle ose brûler, c'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre au stylomètre est à ton avantage. Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. Quoi dans ce vénérable amas de vérité, dans ces chefs-d'œuvre pleins de foudre et de clarté, tu jettes, misérable, une torche enflammée. De tout l'esprit humain, tu fais de la fumée. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signent d'une croix. As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre est là, sur la hauteur. Il luit parce qu'il brille et qu'il les illumine. Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Il parle plus d'esclaves et plus de parias. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. Ouvre un livre, Platon, Milton, Beccaria. Lis ces prophètes, Dante ou Shakespeare ou Corneille. L'âme immense qu'ils ont en eux, en toi s'éveille. Ébloui, tu te sens le même homme que tous. Tu deviens en lisant grave, pensif et doux. Ton âme interrogée est prête à leur répondre. Tu te reconnais bon, puis meilleur. Tu sens fondre comme la neige au feu ton orgueil, tes fureurs, le mal, les préjugés, les rois, les empereurs. Car la science en l'homme arrive la première, puis vient la liberté. La nuit produit l'erreur, et l'erreur l'attentat. La nuit produit l'erreur, et l'erreur l'attentat. Toute cette lumière, c'est à toi qu'on prend donc, et c'est toi qui l'éteins. Les buts rêvés par toi sont par le livre atteints. Ta haine, il la guérit, ta démence, il te l'ôte. Voilà ce que tu perds, et là, c'est par ta faute. Le livre est ta richesse à toi, c'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison dissipant tout délire. Et tu détruis cela, toi. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire, 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 je ne sais pas. Alors, qui sont les vaincus? Quand on ne sait pas lire, on est forcément dans le camp des vaincus. Et vous, vous êtes plutôt vainqueur ou vaincu? Vous êtes plutôt gagnant ou perdant? Winner ou loser? Et quand on est pauvre, on est quoi? Lorsqu'il était député, Victor a prononcé plusieurs discours importants à propos de la misère, notamment un qu'il a écrit après avoir visité un des quartiers les plus pauvres de France, les caves de Lille. Vous vous en souvenez? On a parlé un jour à cette tribune de Lille et de ce que la classe ouvrière y souffre. Eh bien, moi qui vous parle, j'ai voulu voir, je suis allé à Lille avec plusieurs personnes préoccupées des mêmes idées que moi. Ce que j'ai vu, ce que nous avons vu, je vais vous le dire. Nous avons commencé par les caves. Voilà ce que c'est que les caves de Lille. Elles n'ont en général aucune communication avec les maisons qui sont bâties au-dessus. On y descend par des escaliers de 7 ou 8 marches. Des familles entières, hommes, femmes, enfants,
vivent dans ces souterrains. La première cave où nous nous sommes présentés est située cour à l'eau, numéro 2. Bien que la porte fût grande ouverte, il sortait de cette cave une odeur tellement infecte, un air tellement vicié que sur 7 visiteurs que nous étions, nous ne fûmes que 3 qui pûmes y descendre. Un 4e qui s'y hasarda ne put dépasser le milieu de l'escalier. Il s'arrêta comme asphyxié au seuil de la cave et fut obligé de remonter précipitamment. Nous trouvâmes dans cette cave une vieille femme et un tout jeune enfant. Cette cave était si basse qu'il n'y avait qu'un seul endroit où l'on pût s'y tenir debout, le milieu de la voûte. Au fond, il y avait 2 lits, c'est-à-dire 2 coffres en bois vermoulu contenant des paillasses, pas de drap ni de couverture. Je m'approchais d'un de ces lits et j'y distinguais dans l'obscurité un être vivant. C'était une petite fille d'environ 10 ans qui gisait là, malade de la rougeole, toute tremblante de fièvre, presque nue, à peine couverte d'un vieux haillon de laine. Par les trous de la paillasse sur laquelle elle était couchée, la paille sortait. Un médecin qui nous accompagnait me fit toucher la paille. Elle était pourrie! La vieille femme, qui était la grand-mère, nous dit qu'elle demeurait là avec sa fille, veuve, et 2 autres enfants qui revenaient à la nuit. Qu'elle et sa fille étaient dentelières. Elle payaient 18 sous de loyer par semaine. Bien, pillard, intrigant, fourbe, crétin, puissance, attablez-vous en hâte autour des jouissances. Accourez, place à tous, maître, buvez, mangez, car la vie est rapide. Tout ce peuple content, tout ce peuple conquis, tout ce peuple stupide, tout ce peuple est à vous. Vendez l'État, coupez les bois, coupez les bourses, videz les réservoirs et tarissez les sources. Les temps sont arrivés. Prenez le dernier sou, prenez gays et facile aux travailleurs des champs, aux travailleurs des villes. Prenez, riez, vivez, bombance, ça laissez bien, vivez, faites, ripaille. La famille du pauvre expire sur la paille sans porte ni volet. Le père, en frémissant, va mendier dans l'ombre. La mère, n'ayant plus de pain, dénuement sombre. L'enfant n'a plus de lait. Millions, millions, châteaux, liste civile. Un jour, je descendis dans les caves de l'île. Un jour, je descendis dans les caves de l'île. Je vis ce morne enfer, des fantômes sont là sous terre dans des chambres, blêmes, courbés, ployés. Le rachis tord leurs membres dans son poignet de fer. Sous ces voûtes, on souffre et l'air semble toxique. L'aveugle en tâtonnant donne à boire aux phtisiques. L'eau coule à long ruisseau. Presque enfant à 20 ans, déjà vieillard à 30, le vivant chaque jour, sans la mort pénétrante s'infiltrer dans ses os. Misère, l'homme songe, en regardant autour de lui, sentant l'angoisse infâme étreindre la vertu, voit sa fille rentrer sinistre sous la porte, et n'ose l'œil fixé sur le pain qu'à la porte lui dire « D'où viens-tu » Là, frissonne plus bas que les égouts des rues, famille de la vie et du jour disparu, des groupes grelottants. Là, quand j'entrais farouche aux méduses pareilles, une petite fille à la figure de vieille me dit « J'ai 18 ans ». Là, n'ayant pas de lit, la mère malheureuse met ses petits-enfants dans un trou qu'elle creuse, tremblant comme l'oiseau. Hélas, ces innocents au regard de colombe trouvent en arrivant sur la terre une tombe en place d'un berceau. Une tombe en place d'un berceau. Cave de l'île, on meurt sous vos plafonds de pierre. C'est de ces douleurs-là que sortent vos richesses. Prince, ces dénûments nourrissent vos largesses. Ô vainqueurs conquérants, votre budget ruisselle et suinte à large goutte du mur de ces mourants. Sous ce rouage affreux qu'on nomme tyrannie, sous cette vis que meut le fisc, hideux génie de l'aube jusqu'au soir, sans trêve, nuit et jour, dans le siècle où nous sommes, on écrase les hommes et l'or sort du pressoir. Mais qu'importe,
Riez, se plaindra-t-on sans cesse? Serait-on empereur, prélat, prince et princesse pour ne pas s'amuser? Ce peuple triste, en larmes et que la faim déchire doit être satisfait, puisqu'il vous entend rire et qu'il vous voit danser. Ah, quelqu'un parlera. La muse, c'est l'histoire. Quelqu'un élèvera la voix dans la nuit noire. Riez, bourreau, bouffon. Quelqu'un te vengera, pauvre France abattue, ma mère. Et l'on verra la parole qui tue sortir des cieux profonds. Ces gueux, pires brigands que ceux des vieilles races, rongeant le pauvre peuple avec leurs dents voraces. Sans pitié, sans merci, vil, n'ayant pas de cœur mais ayant deux visages, disent. Bah, le poète, il est dans les nuages. Soit, le tonnerre aussi. Voici deux voleurs. Celui-ci est pauvre et vole les riches. La nuit, il escalade un mur, laisse de sa chair et de son sang sur les culs de bouteille et le verre cassé qui hérissent le chevron, et vole un fruit, un pain. Si le propriétaire de ce fruit ou de ce pain l'aperçoit et prend son fusil et le tue, eh bien tout est dit. Ce chien est tué, voilà tout. Si la loi saisit le voleur, elle l'envoie aux galères pour 10 ans. Autrefois, elle le pendait. Plus tard, elle le marquait d'un fer rouge. Aujourd'hui, les mœurs sont douces, les lois sont bonnes personnes. La casaque, le bonnet vert et la chaîne aux pieds suffisent. 10 ans de bagne, donc, à ce voleur. 10 ans? 10 ans de bagne. Celui-là est riche et vole les pauvres. C'est un gros marchand. Il a maison de ville et maison de campagne. Il s'en va le dimanche en tapissière ou en cabriolet avec des amis roses, gras et joyeux, s'ébattre dans son jardin de Belleville ou des Batignolles. Il fait apprendre le latin à son fils. Sa boutique est vaste, ouverte sur un carrefour, garnie de grilles de fer sculptées aux pointes, splendides, avec de grandes balances dorées au milieu. Un pauvre homme entre timidement chez le riche. Un de ces pauvres diables qui ne dînent pas tous les jours. Aujourd'hui, le pauvre espère manger, il a 2 sous. Il demande pour 2 sous d'une nourriture quelconque. Le marchand le considère avec quelque dédain, se tourne vers sa balance, jette dedans ou colle dessus on ne sait quoi, donne aux pauvres pour 1 sou de nourriture et empoche les 2 sous. Qu'a fait ce riche? Il a volé 1 sou à un pauvre. Il répète ce vol tant de fois. Il filoute si souvent ce misérable sou. Il affame tant de pauvres dans l'année que de tant de sous filoutés. Il bâtit sa maison, il arrondit son ventre, il nourrit son cheval, il dote sa fille et il dort sa balance. Il fait cela sans risque, sans remords, tranquillement,
insolemment. Cela s'appelle vendre à faux poids. Et on ne le punit pas? Si, bien sûr, il y a une justice dans le monde. La loi prend parfois cet homme sur le fait, alors elle frappe, elle le condamne. Elle le condamne à 10 jours de prison et 100 francs d'amende. 10 jours? 10 jours de prison? 10 jours, merci bien, 10 jours, 28 jours. C'est pas 100 francs d'amende. 100 francs, 200 francs, voilà, 100 francs. On sait qu'à la fin de sa vie, Victor défendait vigoureusement le droit des femmes. En 1872, par exemple, il écrit dans un discours « Dans notre législation, la femme est sans droit politique. Elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n'est pas. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyennes. C'est là un état violent, il faut qu'il cesse. » Ça, c'est quand Victor a 70 ans. Qu'en est-il de Victor jeune? Eh bien, on ne sait pas. En fait, il n'en parle jamais, il n'a rien écrit là-dessus, ou quasiment. Alors, lorsque, à 26 ans, il écrit ce poème intitulé « Le voile », est-ce que c'est par goût de l'Orient, de l'exotisme? Est-ce que c'est par goût du tragique? Ou est-ce vraiment pour dénoncer les violences que subit cette femme? C'est un mystère. Qu'avez-vous, mes frères? Vous portez des fronts soucieux comme des lampes funéraires. Vos regards brillent dans vos yeux. Vos ceintures sont déchirées, déjà 3 fois hors de l'étui. Sous vos doigts à demi tirés, les lames des poignards en lui. N'avez-vous pas levé votre voile aujourd'hui? Je revenais du bain, mes frères, seigneur du bain, je revenais, caché au regard téméraire des Giaours et des Albanais. En passant près de la mosquée, dans mon palanquin recouvert, l'air de midi m'a suffoqué. Mon voile, un instant, s'est ouvert. Un homme alors passait, un homme en cafetan vert. Oui, peut-être, mais son audace n'a point vu mes traits dévoilés. Mais vous parlez à voix basse. À voix basse, vous parlez. Vous faut-il du sang sur votre âme, mes frères? Il n'a pu me voir. Grâce, tuerez-vous une femme? Faible
faible et nu en votre pouvoir. Le soleil était rouge à son coucher ce soir. Grâce, qu'ai-je fait? Grâce, grâce. Dieu, 4 poignards dans mon flanc. Ah, par vos genoux que j'embrasse. Ô mon voile blanc. Ne fuyez pas mes mains qui saignent. Mes frères, soutenez mes pas. Car sur mes regards qui s'éteignent, c'est un voile de trépas. C'en est un que du moins tu ne lèveras pas. Dans les temps futurs, dans cette belle et paisible et tendre et fraternelle république sociale de l'avenir, le rôle de la femme sera grand. En 1870, le pays est à feu et à sang. Après avoir déclaré la guerre à l'Allemagne, la France est tout entière vaincue, à commencer par Napoléon III, l'empereur, qui est forcé d'abdiquer. Victor, après 20 ans d'exil, rentre en France pour être au milieu de son peuple, soutenir ses compatriotes, et il se retrouve bloqué à Paris, alors que les troupes allemandes encerclent la capitale et font le siège de Paris, qui dure tout un hiver particulièrement éprouvant. La population est sans contact avec le reste du pays. Elle n'a plus de quoi se chauffer, elle n'a plus de quoi manger. Aussi, quand le nouveau gouvernement décide de négocier secrètement avec Bismarck pour signer un traité de capitulation, la population parisienne se sent trahie, doublement vaincue. Furieuse, elle décide de s'insurger contre cette décision. Elle prend les armes
Elle prend tout ce qu'elle trouve, des charrettes, du bois, des pavés, elle construit des barricades, elle forme des quartiers autogérés, elle vote de nouvelles lois, inspirées de la Révolution française d'ailleurs, formant un État dans l'État, nommant ce mouvement la Commune de Paris, dont on célèbre cette année le 150e anniversaire. Ce mouvement est réprimé violemment, de façon sanglante, par le gouvernement. Victor est lui-même effaré de la dureté des combats de rue, des violences commises des deux côtés, des embuscades, des exactions, des meurtres, des exécutions sommaires. Sur une barricade au milieu des pavés, souillé d'un sang coupable et d'un sang pur lavé, un enfant de 12 ans est pris avec des hommes. Es-tu de cela, toi ? L'enfant dit Nous en sommes. C'est bon, dit l'officier. on va te fusiller. Attends ton tour. L'enfant voit des éclairs briller et tous ses compagnons tomber sous la muraille. Il dit à l'officier Permettez-vous que j'aille rapporter cette montre à ma mère chez nous? Tu veux t'enfuir ? Je vais revenir. Ces voyous ont peur. Où loges-tu ? Là, près de la fontaine. Et je vais revenir, monsieur le capitaine. Va-t'en, drôle. L'enfant s'en va. Piège grossier. Et les soldats riaient avec leur officier. Et les mourants mêlaient à ce rire leur râle. Mais le rire céda. Mais le rire cessa, car soudain l'enfant pâle, brusquement reparut, fier comme Viala, vint s'adosser au mur et leur dit Me voilà. La mort stupide eut honte, et l'officier fit grâce. Enfant, je ne sais point dans l'ouragan qui passe, et confond tout, le bien, le mal, héros, bandits, ceux qui dans ce combat te poussaient, mais je dis que ton âme ignorante est une âme sublime. Bon et brave, tu fais, dans le fond de l'abîme, 2 pas, l'un vers ta mère et l'autre vers la mort. L'enfant a la candeur et l'homme a le remords, et tu ne réponds point de ce qu'on te fit faire, mais l'enfant est superbe et vaillant qui préfère à la fuite, à la vie, à l'aube, au jeu permis, au printemps, le mur sombre où sont morts ses amis. La pauvre fleur disait au papillon céleste: ne fuis pas, vois comme nos destins sont différents, je reste. Tu t'en vas, pourtant nous nous aimons, nous vivons sans les hommes. Et loin d'eux, et nous nous ressemblons, et l'on dit que nous sommes fleurs tous deux, fleurs tous deux. Mais hélas l'air t'emporte et la terre m'enchaîne. Sors cruel, je voudrais embaumer ton vol de mon haleine dans le ciel, mais non tu vas trop loin parmi les fleurs sans nombre. Vous fuyez, moi je reste seul à voir tourner mon ombre à mes pieds, à mes pieds.
Tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore, luire ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore, luire ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Oh, pour que notre amour coule des jours fidèles. Oh, mon roi, prends comme moi racine ou donne-moi des ailes. Comme à toi, roses et papillons, la tombe nous rassemble. Tôt ou tard, pourquoi l'attendre, dis, veux-tu pas vivre ensemble? Quelque part, quelque part dans les airs, si c'est là que se berce ton essor au champ, si c'est au champ que ton calice verse son trésor, où tu voudras, qu'importe, oui, que tu sois à l'aine ou couleur, papillon rayonnant, corolle à demi-pleine. Elle ou fleur, elle ou fleur. Tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore, luire ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs. Tu fuis, puis tu reviens, puis tu t'en vas encore, luire ailleurs. Aussi me trouves-tu toujours à chaque aurore, tout en pleurs, tout en pleurs, tout en pleurs, tout en pleurs. Vivre ensemble d'abord, c'est le bien nécessaire. Et réel, après on peut choisir au hasard ou la terre ou le ciel. Vivre ensemble d'abord, c'est le bien nécessaire. Et réel, après on peut choisir au hasard ou la terre ou le ciel, ou le ciel, ou le ciel, ou le ciel. Ensemble, c'est le bien nécessaire. Après on peut choisir la terre, le ciel. Vivre ensemble, vivre ensemble, ensemble, ensemble. Vivre ensemble d'abord, c'est le bien nécessaire. Et réel, après on peut choisir au hasard ou la terre ou le ciel. Vivre ensemble d'abord, c'est le bien nécessaire. Et réel, après on peut choisir au hasard ou la terre ou le ciel, ou le ciel, ou le ciel, ou le ciel. Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses. C'était la fin d'un jour d'orage et l'Occident changeait l'ondée en flamme en son brasier ardent. Près d'une flaque, dans une ornière, un crapaud regardait le ciel
bête éblouie. Grave il songeait, l'horreur contemplait la splendeur. Ah, pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur? Les feuilles s'empourpraient dans les arbres vermeils. L'eau miroitait mêlée à l'herbe dans l'ornière. Le soir se déployait ainsi qu'une bannière. L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli. Tout s'apaisait, dans l'air, sur l'onde, et plein d'oubli. Le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère, doux regardait la grande auréole solaire. Peut-être le maudit se sentait-il béni. Point de bête qui n'est un reflet d'infini. Point de monstre chétif, louche, impur, chassieux, qui n'est l'immensité des astres dans les yeux. Un homme qui passait vit la hideuse bête et frémissant lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme ayant une fleur au corset vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux et la femme était belle. Vinrent 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où l'âme est asservie peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse, l'aube dans les yeux. On a sa mère, on est des écoliers joyeux, de petits hommes gais respirant l'atmosphère. À plein poumon, aimés, libres, contents, que faire? Sinon de torturer quelque être malheureux. Le crapaud se traînait au fond du chemin creux. C'était l'heure où des champs les profondeurs s'azurent. Fauve, il fuyait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Tuons ce vilain animal, et puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal. » Et chacun d'eux, riant, l'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant le trou de l'œil crevé, blessant les blessures. Ravi, applaudi du passant, car le passant riait. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a pas même un râle. Et le sang affreux de toutes parts coulait sur ce pauvre être ayant pour crime d'être laid. Il fuyait, il avait une patte arrachée, un enfant le frappait d'une pelle ébréchée. Et chaque coup faisait écumer le proscrit, qui, même quand le jour sur sa tête sourit, même sous le grand ciel, rampe au fond d'une cave. Et les enfants disaient « Est-il méchant? Il bave. » Son front saignait, son œil pendait. Dans le genêt et dans la ronce, effroyable à voir, il cheminait. Il respirait à peine, sans abri, sans asile. Il rampait, on eût dit que la mort difficile le trouvait si hideux qu'elle le refusait. Les enfants le voulaient saisir dans un lacet, mais il leur échappa, glissant le long des haies. L'ornière était béante, il y traîna ses plaies et s'y plongea, sanglant, brisé, le crâne ouvert. Trouvant quelque fraîcheur dans ce cloaque vert, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sur les joues, blonds, charmants, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois, et les grands aux petits criaient « Viens voir, dis donc, Adolphe. Viens voir, Pierre. » Prenons une grosse pierre pour l'achever. Prenons une grosse pierre. Tous les yeux poursuivaient le crapaud dans la vase. C'était de la fureur et c'était de l'extase. Un des enfants revint, apportant un pavé, pesant mais pour le mal, aisément soulevé, et dit
Nous allons voir comment cela va faire. On va voir comment cela va faire. Or, en ce même instant, juste en ce point de terre, le hasard amenait un chariot très lourd, traîné par un vieux âne éclopé, maigre et sourd. Il tirait la charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Cette bête marchait, battue, exténuée, les coups l'enveloppaient ainsi qu'une nuée. Et l'ornière était creuse et si pleine de boue et d'un versant si dur que chaque tour de roue était comme un lugubre et rauque arrachement. Et l'âne allait geignant et l'ânier blasphémant. La route descendait et poussait la bourrique. L'âne songeait, passif, sous le fouet, sous la trique. Dans une profondeur où l'homme ne va pas. Les enfants, entendant cette roue et ce pas, se tournèrent bruyants et virent la charrette. Ne mets pas le pavé sur le crapaud, arrête! Crièrent-ils. Vois-tu, la voiture va passer dessus. C'est bien plus amusant. C'est bien plus amusant. Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière, où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud, et triste, hélas penché sur un plus triste, lourd, rompu, morne, écorché, il sembla le flairer avec sa tête basse, se força, se damnait, se patient, fit grâce. Il rassembla sa force éteinte et roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui lui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec sa lassitude acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, hagard, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre ce misérable. Puis sous un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre échappée à sa main, un des enfants, Celui qui compte cette histoire, sous la voûte infinie à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « sois bon. Sois bon. » Bonté de l'idiot, diamant du charbon. L'animal avançant lorsque l'homme recule. Dans la sérénité du pâle crépuscule, la brute par moments pense et sent qu'elle est sœur de la mystérieuse et profonde douceur. Le baudet qui, rentrant le soir, surchargé, là, mourant, sentant saigner ses pauvres sabots plats, fait quelques pas de plus, s'écarte et se dérange, pour ne pas écraser un crapaud dans la fange. Cet âne abject, souillé, meurtri sous le bâton, est plus saint que Socrate, est plus grand que Platon. Tu cherches, philosophe, ô penseur, tu médites. Veux-tu trouver le vrai sous nos brumes maudites? Quiconque est bon habite un coin du ciel, ô sage. La bonté qui du monde éclaire le visage, la bonté, ce regard du matin ingénu, la bonté, pur rayon qui chauffe l'inconnu, instinct qui, dans la nuit et dans la souffrance, aime.
est le trait d'union ineffable et suprême qui joint dans l'ombre, hélas, si lugubre souvent, le grand innocent, l'âne. Adieu, le grand savant. Alors, qui est vainqueur, qui est vaincu? Un enfant, c'est cruel. Un adulte, c'est cruel. La vie même, c'est cruel. Victor a 4 enfants. Sa fille aînée, Léopoldine, est un peu comme lui, artiste. Elle lit beaucoup, elle écrit des poèmes. Elle s'est mariée à 19 ans avec le fils d'un ami de Victor. Ils vivent à Villequier en Normandie et un jour, pour se rendre dans la ville voisine, ils doivent traverser la Seine, ils montent dans un canot avec 2 autres personnes. Et pour une raison qui est toujours restée inconnue, à un moment donné, ce canot a chaviré. Les 4 occupants sont tombés à l'eau et sont morts noyés. C'est le 4 septembre 1843. Victor ne le sait pas, il est en voyage. Non pas avec sa femme, mais avec sa maîtresse, Juliette. Ils visitent le sud-ouest de la France et comme ils vont de ville en ville, ils n'ont laissé aucune adresse, donc on ne peut pas le joindre, on ne peut pas envoyer une lettre pour lui annoncer la nouvelle. Un jour, ils sont à Rochefort. Ils entrent dans une taverne, ils s'attablent, ils commandent une bière, et en attendant d'être servis, ils prennent les journaux qui sont à côté. Juliette feuillette le Charivari, qui est un journal satirique, un peu le Charlie Hebdo de l'époque. Victor, lui, prend le journal sérieux, Le Siècle. Et au bout de quelques pages, il tombe. Sur un grand titre. La famille Hugo, endeuillée par un drame terrible. C'est comme ça que Victor apprend la mort de sa fille Léopoldine. Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers la fleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houes verts et de bruyères en fleurs.
franchis la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. En 1851, après ce fameux coup d'État, Victor est poursuivi par la police, recherché, puisqu'il fait partie des députés qui ont incité le peuple à se soulever. Il s'enfuit. Grâce au passeport que lui procure un ami, il parvient à franchir la frontière, il passe en Belgique, où il se réfugie. Sa famille le rejoint au bout de quelques jours. Ils vivent plusieurs mois à Bruxelles. Là, ils sont chassés, ils doivent se réfugier en Angleterre. Ils s'installent à Jersey, une petite île anglaise au large de la Normandie, où ils vivent 2 ans. Ils sont à nouveau chassés et ils finissent par s'installer sur la petite île voisine de Guernesey pour 15 ans d'exil. On a beau s'appeler Victor, on est parfois un peu Victus. Dans la vie, on est tous tantôt vainqueurs, tantôt vaincus. Quand il s'installe à Guernesey en 1855, il écrit dans son journal intime ces quelques lignes. Étranger, que signifie ce mot? Quoi sur ce rocher, j'ai moins de droit que dans ce champ. Sur ce rocher, j'ai moins de droit que dans ce champ. Quoi, j'ai passé ce fleuve, ce sentier, cette barrière, cette ligne bleue ou rouge, visible seulement sur vos cartes. Et les arbres, les fleurs, le soleil ne me connaissent plus. Et les arbres, les fleurs, le soleil ne me connaissent plus. Étranger, que signifie ce mot? Étranger, que signifie ce mot? Quoi sur ce rocher, j'ai moins de droit que dans ce champ. Sur ce rocher, j'ai moins de droit que dans ce champ. Quelle ineptie de prétendre que je suis moins homme, que je suis moins homme sur un point de la terre que sur l'autre, sur un point de la terre que sur l'autre. Étranger, que signifie ce mot? Étranger, que signifie ce mot? Quoi sur ce rocher, j'ai moins de droit que dans ce champ. Sur ce rocher, j'ai moins de droit que dans ce champ. Vous me dites, nous sommes chez nous, et vous n'êtes pas chez vous. Où? Ici? Vous n'avez qu'à y creuser une fosse et vous verrez que la terre m'y recevra tout aussi bien que vous. Que la terre m'y recevra tout aussi bien que vous. Étranger, que signifie ce mot? Étranger, que signifie ce mot? Quoi sur ce rocher, j'ai moins de droit que dans ce champ. Sur ce rocher, j'ai moins de droit que dans ce champ. Étranger, que signifie ce mot? Étranger, que signifie ce mot? Quoi sur ce rocher, j'ai moins de droit que dans ce champ. Sur ce rocher, j'ai moins de droit que dans ce champ. Étranger, que j'ai
ce mot? Étranger, que signifie ce mot? Quoi, sur ce rocher j'ai moins de droit que dans ce champ? Sur ce rocher j'ai moins de droit que dans ce champ. Étranger, 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 étranger. Étranger, que signifie ce mot? Étranger, que signifie ce mot? Quoi, sur ce rocher j'ai moins de droit que dans ce champ? Sur ce rocher j'ai moins de droit que dans ce champ. Étranger, que signifie ce mot? Étranger, que signifie ce mot? Quoi, sur ce rocher j'ai moins de droit que dans ce champ? Sur ce rocher j'ai moins de droit que dans ce champ. Étranger, que signifie ce mot? Étranger, que signifie ce mot? Quoi, sur ce rocher j'ai moins de droit que dans ce champ? Sur ce rocher j'ai moins de droit que dans ce champ. Étranger.